Aujourd'hui, on va préciser deux-trois bricoles sur les protéines parce que si on se met à tout faire comme ce qu'on voit sur Instagram, ça va devenir n'importe quoi. Au cours de votre vie, votre corps va avoir besoin de recevoir entre 1,5 et 2,5 tonnes de protéines pour fonctionner correctement. Entre 1,5 et 2,5 tonnes de protéines selon le sexe, le niveau d'activité physique et bien sûr la durée de vie. Et attention, si je dis entre 1,5 et 2,5 tonnes de protéines, soit entre 1500 et 2500 kg de protéines, ça ne veut pas dire 1500 à 2500 kg de viande ou de poisson. Le pourcentage de protéines varie selon les espèces et les morceaux et ne représente en moyenne qu'entre 12 et 30% du poids total. Oui, mais alors, pourquoi notre corps a-t-il besoin de protéines? Et à quoi servent-elles? Que se passe-t-il quand on en manque? Et y a-t-il un risque si on en consomme trop? Et surtout, comment penser tout ça dans une approche néo-chasseur-cueilleur, c'est-à-dire en reliant nos connaissances scientifiques modernes à notre réalité biologique héritée de notre passé évolutif et à nos vies actuelles? Plein de questions qui se posent et donc plein de réponses à apporter. Mais bon, pas de panique, aujourd'hui on va faire simple, on va reprendre les bases. Et pour éviter de penser que ce que je vous raconte est une énième mode d'Instagram ou une vision réductrice type protéines égale shaker de poudre que boivent les gars de la muscu, je précise que les informations de cet épisode s'appuient sur ce que j'ai appris lors de mes études en diététique et nutrition et que je vous mets les sources scientifiques dans la description. Voilà, une fois qu'on a précisé tout ça, et c'était important de le faire, on va commencer par le commencement. Alors, c'est quoi une protéine? Je vais vous épargner le cours de biochimie laborieux. Une protéine, c'est une grande molécule composée d'acides aminés. Des acides aminés, il en existe de toutes sortes. Certains sont produits par le corps lui-même, d'autres doivent venir de l'alimentation. Ceux dont on a besoin, mais que le corps ne produit pas lui-même en quantité suffisante, on les appelle les acides aminés essentiels. Les protéines, c'est donc comme des chaînes d'acides aminés. Et ces acides aminés sont comme des petites briques. Pendant la digestion, le corps va couper ces chaînes, récupérer les petites briques qu'il compose et s'en servir ailleurs pour fabriquer ses propres protéines. C'est un peu comme recevoir un objet en Lego, le démonter complètement, brique par brique, et réutiliser les briques dont on a besoin pour fabriquer autre chose. Et celles qui restent, celles dont on ne se sert pas directement, le corps soit il les transforme, soit il les élimine sous forme de déchets. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne sert absolument à rien de consommer énormément de protéines. Le corps n'a pas un immense grenier magique où il stocke les protéines en trop pour plus tard. Il utilise, il transforme, il élimine. Et c'est aussi pour ça qu'il faut en consommer suffisamment, sinon le corps ne peut pas s'entretenir correctement. D'ailleurs, comme souvent en nutrition, la bonne question n'est pas comment en avoir le plus possible, les bonnes questions sont plutôt de combien ai-je besoin, sous quelle forme, dans quel contexte et pourquoi faire. Les protéines étant, comme les glucides et les lipides, considérés comme des macronutriments, mais bon, je vais reparler de tout ça un peu plus tard. Donc, maintenant qu'on voit ce que sont les protéines, on peut se demander, ok, mais à quoi ça sert? Et quand on pose la question aux gens, souvent ils répondent, c'est pour fabriquer des muscles. Alors, oui, mais pas que. Bien sûr, les protéines vont servir à fabriquer des muscles, mais elles ont aussi plein d'autres applications, plein d'autres rôles dans l'organisme. D'abord, les protéines servent à construire et entretenir les tissus. Évidemment, il y a les muscles, mais il y a aussi la peau, les cheveux, les ongles, les tendons, les tissus des organes et tout ce qui permet au corps de garder sa structure, sa solidité, sa capacité à bouger et à encaisser les contraintes. Elles servent même à fabriquer et maintenir les os. En fait, les protéines ne servent pas seulement à faire du muscle, elles participent à l'entretien général de la matière corporelle. Mais ce n'est pas tout. Les protéines servent aussi à réparer. Un corps vivant,
c'est pas une statue figée, c'est un chantier permanent. Même quand on a l'impression de ne rien faire, le corps démonte, remplace, renouvelle et reconstruit. Après un effort physique, par exemple, il faut réparer certaines fibres musculaires. Après une blessure, il faut reconstruire des tissus. Quand on cicatrise, quand on récupère, quand le corps se remet d'une agression ou d'une fatigue importante, les protéines font partie des matériaux nécessaires. Mais ce n'est pas tout. Les protéines jouent aussi un rôle dans la défense de l'organisme. On parle souvent de vitamine C, de zinc, de citron, de gingembre ou de tout un tas de remèdes censés soutenir l'immunité. Et pour la plupart, c'est vrai, mais une partie de notre système immunitaire repose aussi sur des protéines. Les anticorps, par exemple, ce sont des protéines. Donc les protéines ne servent pas seulement à construire le corps, elles participent aussi à le protéger. Mais ce n'est pas tout. Les protéines servent également à faire fonctionner l'organisme. Certaines protéines sont des enzymes. Elles permettent des réactions chimiques indispensables, par exemple dans la digestion ou dans le métabolisme. D'autres protéines transportent des molécules dans le corps. Certaines participent à la communication entre des cellules, certaines interviennent même dans des fonctions hormonales. Autrement dit, les protéines ne sont pas seulement des briques, elles sont aussi des outils, des transporteurs, des messagers et des pièces de fonctionnement. Mais ce n'est pas tout. Les protéines participent souvent aussi à la satiété. Un repas qui contient une vraie source de protéines est généralement plus rassasiant qu'un repas qui n'en contient que très peu. Cela ne veut pas dire que les protéines font maigrir par magie. Cela veut simplement dire qu'elles aident souvent à structurer un repas et à éviter d'avoir faim trop rapidement après. C'est important parce qu'une alimentation qui ne rassasie pas pousse facilement au grignotage, au fringales ou à la recherche permanente de quelque chose à manger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au restaurant, l'élément du plat qui est mis en avant est souvent celui qui contient les protéines. On voit rarement écrit assiette de haricots verts accompagnée d'un filet de dorade. Non, c'est la dorade d'abord et les haricots verts en accompagnement. Donc, pour résumer, les protéines servent à construire, entretenir, réparer, défendre, réguler et rassasier. Elles ne sont pas seulement là pour fabriquer des muscles, elles sont une matière première essentielle pour un corps qui doit rester solide, fonctionnel et capable de se renouveler. Et évidemment, si les protéines sont aussi importantes pour nous aujourd'hui, elles l'étaient déjà pour les humains qui nous ont précédés, pour les chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Mais il y a une différence essentielle. Comme vous vous en doutez, les chasseurs-cueilleurs ne pensaient pas en termes de protéines, de glucides ou de lipides comme nous aujourd'hui. Ils ne mangeaient pas des macros. Enfin, des macronutriments, pas des macros les poissons. Ils mangeaient simplement des aliments complets trouvés sur leur territoire en fonction des périodes, des saisons, avec les techniques disponibles et souvent au prix d'un effort réel. D'ailleurs, le terme chasseur-cueilleur est en fait un petit peu réducteur quand on y pense. Il n'y avait pas que la chasse et la cueillette. D'ailleurs, en anglais, on parle de hunter-gatherer, de chasseur-collecteur. Bien sûr, une source de protéines pouvait être un animal chassé, mais elle pouvait aussi être un poisson, donc pêché, un coquillage, ou un crustacé, donc ramassé, un oiseau, un œuf, une larve, un morceau d'abat, de la moelle, ou parfois du sang, de la peau, du cartilage ou des tissus conjonctifs, selon les pratiques. Ça pouvait même être des insectes comme ce grillon qui n'arrête pas de faire du bruit à chaque épisode. Il est là. Il m'énerve. Attendez. Voilà. Allez, celui-là, il est bouffé. 0,2 g de protéines seulement, mais au moins, on va pouvoir s'entendre parler. On oublie souvent que dans beaucoup de cultures traditionnelles, l'animal n'est pas réduit à son filet ou à son steak. Les organes, la graisse, la moelle, les tendons, la peau et les parties que nous considérons aujourd'hui comme moins nobles pouvaient avoir une vraie valeur alimentaire. La moelle, par exemple, est une ressource très intéressante. Elle est enfermée dans les os, donc protégée des charognards pendant un certain temps. Pour un humain de l'époque, un humain capable d'utiliser une pierre pour casser un os, elle représente une réserve d'énergie et de nutriments très précieuse. Ce n'est qu'un détail, mais c'est un détail qui rappelle que l'évolution humaine, c'est pas seulement une histoire de grandes chasses spectaculaires, c'est aussi une histoire d'opportunisme, d'outils, d'intelligence pratique et de capacité à exploiter des ressources que d'autres animaux ne peuvent pas toujours exploiter. Et puis n'oublions pas que les protéines pouvaient aussi venir du monde végétal. Mais
Bon, il faut être prudent sur ce point, il ne faut pas projeter notre alimentation agricole moderne sur les chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Les noix, certaines graines, certains tubercules et divers végétaux sauvages contenant des protéines pouvaient participer à l'alimentation selon les milieux. Certaines céréales sauvages aussi ont pu être consommées dans certains contextes, mais elles n'avaient pas partout le rôle central que les céréales ont pris plus tard avec l'agriculture. Certaines légumineuses sauvages pouvaient également être consommées, mais probablement de manière très variable et souvent plus occasionnelle. Il ne faut donc pas imaginer une assiette moderne de lentilles, de pois chiches ou de haricots comme base quotidienne universelle. La plupart des légumineuses demandent une préparation importante pour être bien tolérées, pour être digestes. Le trempage, la cuisson longue, la germination ou la fermentation permettent de réduire certains composés qui peuvent gêner la digestion ou l'absorption des nutriments. Ces aliments peuvent donc être intéressants, mais ils sont aussi plus techniques à utiliser et, je le rappelle, aucun pris individuellement n'apporte tous les acides aminés essentiels. J'en reparlerai dans l'épisode consacré au véganisme. Chez les chasseurs-cueilleurs, ces ressources végétales existaient dans certains contextes, mais leur place dépendait fortement du territoire, des saisons, des savoir-faire et du temps nécessaire pour les préparer. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler un point très important. Il n'existe pas un seul et unique régime alimentaire de chasseurs-cueilleurs. Un groupe vivant près d'une côte riche en coquillages et en poissons ne mangeait pas comme un groupe vivant dans une savane, une forêt tropicale, une zone froide ou un milieu semi-désertique. Les proportions entre les aliments d'origine animale ou végétale variaient énormément. Elles dépendaient du climat, des saisons, de la latitude, de la présence du gibier, de l'accès à l'eau, des techniques disponibles et des traditions du groupe. Un peuple qui maîtrise très bien la pêche n'a pas le même accès aux protéines qu'un peuple qui dépend surtout de la chasse terrestre. Un groupe vivant dans un environnement très froid n'a pas les mêmes ressources végétales qu'un groupe vivant dans une zone tropicale. Un groupe installé près d'un littoral peut avoir accès à des coquillages presque toute l'année, alors qu'un autre doit suivre les migrations du gibier ou attendre certaines saisons. C'est une précision importante parce qu'on parle parfois du régime paléo, comme s'il avait existé un menu unique de l'humanité. Mais c'est loin d'être le cas. Sapiens n'est pas un animal à menu fixe, c'est un omnivore adaptatif. Il mange ce que son environnement rend possible, ce que sa culture lui apprend à reconnaître et ce que ses techniques lui permettent d'obtenir. Cela ne veut pas dire que les aliments d'origine animale n'ont pas eu d'importance. Au contraire, ils ont probablement joué un rôle majeur dans beaucoup de contextes évolutifs. Ils apportaient des protéines de bonne qualité, ils apportaient tous les acides aminés essentiels, et ils apportaient aussi des graisses quand l'animal était assez gras ou quand certaines parties étaient consommées, comme le cerveau par exemple. Les aliments d'origine animale permettaient parfois d'obtenir beaucoup de nutriments dans un volume relativement concentré. Dans des milieux où les végétaux comestibles étaient rares, saisonniers, difficiles à digérer ou longs à préparer, les aliments d'origine animale pouvaient devenir particulièrement importants. Imaginez que chez les peuples qui vivaient le plus au nord, la part carnée de leur alimentation pouvait dépasser les 80%, alors que chez les peuples vivant proches des tropiques, elle pouvait tomber à seulement 15%. Et c'est exactement pour ça qu'il faut éviter deux erreurs opposées. La première erreur serait de dire que l'être humain est fait pour manger uniquement de la viande. Ça, c'est ce que disent parfois les adeptes du barbecue avec le fameux moi je suis un vrai carnivore ». Alors oui Francis, tu te calmes, je sais que c'est pour rire, mais biologiquement, c'est quand même très faux. Pour couvrir tous les besoins nutritionnels, Homo sapiens a besoin de produits animaux et de produits végétaux. La deuxième erreur serait de dire que les aliments d'origine animale n'ont aucune importance dans notre évolution ou qu'on n'est pas fait pour manger de la viande. Et ça, c'est ce que disent beaucoup de véganes. Et c'est tout aussi faux. La réalité est beaucoup plus intéressante. L'être humain est un omnivore, opportuniste, technique, culturel et adaptable. Il peut tirer parti d'un animal chassé. Il peut tirer parti d'un banc de poissons. Il peut tirer parti d'une colonie de coquillages. Il peut tirer parti d'un nid dans lequel il va trouver des œufs au bon moment. Il peut tirer parti de noix, de graines, de racines ou de tubercules. Et il peut aussi transmettre ses savoirs au groupe, aux générations suivantes. Pour notre espèce, c'est cette capacité d'adaptation qui a été et qui est toujours centrale. Les protéines chez les chasseurs-cueilleurs n'étaient donc jamais isolées du reste de l'alimentation. Elles venaient avec de la graisse, des organes,
des os, des fibres, des minéraux. Elle venait aussi en fonction des saisons, des efforts, des risques, du partage et du territoire. Elle venait avec une réalité complète. Il n'y avait pas besoin d'étiquette nutritionnelle, il n'y avait pas de Nutri-Score ou de mention légale du type pour votre santé, évitez de manger des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. C'est un point essentiel pour comprendre la logique de l'alimentation néo-primitive qui s'inscrit dans un cadre de vie néo-chasseur-cueilleur. L'objectif n'est pas de copier exactement ce que mangeait tel ou tel groupe humain il y a des milliers d'années. L'objectif est de comprendre les grands principes, manger des aliments complets, chercher une bonne densité nutritionnelle, avoir une répartition raisonnable entre produits animaux et végétaux, rester adapté à son contexte, ne pas séparer l'alimentation de l'activité physique, du territoire, de la saison, de la culture et de la vie sociale. Et surtout, ne pas oublier qu'avant d'être des chiffres dans une application, les protéines sont venues du vivant. Aujourd'hui, le manque de protéines ne prend pas forcément la forme d'une carence spectaculaire. Il peut être discret. Cette insuffisance peut concerner les personnes âgées, les personnes qui mangent peu, les personnes très actives mais qui ne compensent pas assez leurs besoins, les personnes malades ou en convalescence, ou encore les personnes qui suivent une alimentation restrictive mal équilibrée. Quand on manque d'apport en protéines, les conséquences possibles sont assez simples. Le corps entretient moins bien sa masse musculaire, la récupération peut être moins bonne, la fatigue et la fragilité peuvent augmenter, la cicatrisation peut être moins efficace. Et plus on vieillit, plus cette question des apports en protéines devient importante, notamment à cause du risque de sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte progressive de masse musculaire et de fonction musculaire liée à l'âge. Et ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question de force, de mobilité, d'autonomie et de qualité de vie. Un test très simple permet de rendre cette idée très concrète. Par exemple, si vous avez plus de 60 ans, ou même moins d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 60 ans pour s'intéresser à sa force physique, vous pouvez faire le test de la chaise. Le but du jeu, c'est de s'asseoir sur une chaise, puis de se relever 5 fois de suite sans utiliser les mains. Idéalement, l'exercice devrait pouvoir être fait en moins de 15 secondes. Mais, attention, ceci n'est pas un diagnostic, c'est juste un indicateur. Si le test est échoué, trop lent, ou si vous êtes incapable de vous relever sans les mains, alors il serait bon de vous rapprocher d'un professionnel de santé pour un diagnostic complet. C'est un bon rappel de l'importance de la force des jambes dans la vie quotidienne. Dans une perspective néo-chasseur-cueilleur, le muscle n'est pas décoratif, c'est un organe d'action. A l'inverse, peut-on consommer trop de protéines ? Chez un adulte en bonne santé, manger un peu plus que le minimum recommandé n'est pas automatiquement dangereux. Mais plus ne veut pas toujours dire mieux. Un excès de protéines peut devenir problématique, surtout s'il déséquilibre l'assiette. Par exemple, si les protéines remplacent les légumes, les fibres, les bonnes graisses, la diversité alimentaire ou le plaisir, alors ce n'est pas seulement l'excès de protéines qui pose problème, c'est surtout le manque de ce qui a été remplacé. Le problème peut aussi venir des sources de protéines choisies. Des produits industriels enrichis en protéines ne valent pas un vrai repas complet avec de vrais ingrédients. Vous savez, toutes ces barres hyperprotéinées, ces substituts de repas, ces cookies riches en protéines, si, ça existe. D'ailleurs, ah oui, un petit aparté, il faut que je vous raconte les produits les plus what the fuck que j'ai vus avec la mention riche en protéines. Sachez qu'il existe des chips protéinés. Alors, c'est plus du grignotage, maintenant, c'est carrément de l'optimisation musculaire croustillante. J'imagine que c'est pour aller avec la bière protéinée qui existe aussi, c'est une bière sans alcool, enrichie en protéines et vendue comme une boisson de récupération qu'ils appellent aussi healthy beer. Mais pourquoi pas ? Parmi les trucs très idiots aussi, il y a le café protéiné, je vous jure que c'est vrai. Ils appellent ça le Profi, contraction de protéines et coffee. Sauf qu'effectivement, si vous buvez ça, le profit sera surtout pour eux, pas pour vous. Et attendez, tenez-vous bien, les winners pour moi, les mieux, ils ont même fait de l'eau protéinée et du ketchup protéiné. C'est-à-dire que même l'eau, l'aliment le plus essentiel à la vie, et le ketchup, le condiment le plus anecdotique et très sucré soit dit en passant, ont eux aussi été victimes de la mode du protéiné. Dans cette histoire, j'en suis à me demander, c'est qui les plus fous en fait ? Ceux qui vendent ça ou ceux qui les achètent ? D'ailleurs, si jamais vous en avez vu, écrivez en commentaire sous la vidéo, si vous regardez cet épisode sur YouTube,
toutes les dingueries que vous aussi vous avez pu trouver dans les magasins. Bref, on reprend. On peut donc retenir une idée simple. Le but n'est pas de manger le plus de protéines possible, le but est de manger des protéines qui proviennent de vrais aliments, pas d'une usine. Rappelez-vous que si ce que vous mangez ne se trouve pas dans la nature, c'est que ce n'est probablement pas très bon pour vous. Le but est de manger des protéines qui proviennent de vrais aliments et le but est aussi de manger assez de protéines en fonction de son âge, de son niveau d'activité, de sa santé et de son mode de vie. Et ça nous amène à la question suivante. Combien de protéines faut-il manger chaque jour ? Bon, alors, il n'existe pas une réponse unique, valable pour tout le monde. Les besoins varient selon le poids, l'âge, le niveau d'activité physique, le sexe, la santé, les objectifs et le contexte de vie. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des repères assez simples. On prend son poids corporel, puis on le multiplie par une quantité de protéines exprimée en grammes par kilo et par jour. Par exemple, pour un adulte en bonne santé, peu ou modérément actif, le repère général tourne autour de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Bon, c'est une base, hein. Pour une personne qui pèse 70 kg, par exemple, on fait 70 fois 0,8, ce qui nous donne 56 g de protéines chaque jour. Ce chiffre n'est pas une formule magique, c'est un repère général. Pour beaucoup d'adultes actifs, les besoins peuvent être bien plus élevés. Une personne qui marche beaucoup, qui porte des trucs, qui travaille physiquement, qui fait du sport ou qui veut préserver sa masse musculaire peut souvent se situer plutôt autour de 1, voire 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Et pour les sportifs qui s'entraînent sérieusement, notamment en force, les besoins peuvent même monter autour de 1,4 et jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps et par jour. Avec l'âge, la question devient aussi plus importante. Chez les personnes de plus de 65 ans, on propose souvent un repère autour de 1 à 1,2 g par kilo et par jour. L'objectif est surtout de préserver la masse musculaire, la force, la mobilité et l'autonomie. Mais les protéines ne suffisent pas seules. Elles doivent être associées à une activité physique adaptée et, si possible, à du renforcement musculaire. Ah, et petite précision très importante, les chiffres que je vous donne ici sont uniquement à destination des adultes en bonne santé, car il existe aussi des cas très particuliers comme les enfants, les femmes enceintes qui ont des besoins précis, les femmes qui allaitent qui ont aussi d'autres besoins, les personnes malades, les personnes blessées ou en convalescence et les personnes souffrant de troubles rénaux, etc. Dans ces situations, je ne donnerai pas de recommandations chiffrées générales dans un podcast de vulgarisation comme ici. Les besoins peuvent changer fortement selon le contexte et ils doivent donc être abordés avec un médecin, une sage-femme, un diététicien, un nutritionniste ou un autre professionnel compétent. C'est particulièrement important en cas de maladie rénale. Dans certains cas, les protéines doivent être limitées. Dans d'autres cas, elles doivent au contraire être très augmentées. On ne peut donc pas appliquer une règle générale sans connaître la situation médicale de la personne. Mais bon, si vous n'êtes pas dans l'un de ces cas particuliers, vous pouvez retenir la logique générale. Autour de 0,8 g par kilo et par jour, c'est la base pour un adulte, et vous mettez davantage si vous êtes actif, sportif ou âgé. Et toujours une adaptation individuelle dès qu'il y a une situation particulière. Ces chiffres ne sont pas des ordres absolus, ce sont des repères pour comprendre la mécanique. Ensuite, chacun doit adapter à son corps, à son activité, à son état de santé et à ses objectifs. Voilà, pour résumer, les protéines sont essentielles. Elles sont l'une des bases de notre alimentation. Elles permettent au corps de se construire, de se réparer, de se défendre, récupérer et se maintenir en état de fonctionner. Mais dans une approche néo-chasseur-cueilleur, on ne regarde jamais les protéines comme un nutriment isolé dans une colonne de tableur. On ne mange pas des grammes de protéines, on mange des aliments. On mange aussi dans un contexte, avec une histoire, un territoire, une saison, une culture, un plaisir, je l'espère, et, le plus souvent possible, du partage. La question n'est donc pas seulement de savoir combien de protéines on consomme, la vraie question c'est de savoir comment ces protéines s'intègrent dans une alimentation complète, cohérente et vivante. Les protéines sont essentielles, mais elles ne sont qu'une partie d'un tout. Si cet épisode vous parle et que vous vous demandez concrètement comment adapter votre alimentation à votre corps,
à votre âge, votre activité, votre sommeil, votre rythme de vie, vos objectifs et vos contraintes, c'est exactement le genre de travail que je propose en accompagnement néo-chasseur-cueilleur. L'idée n'est pas de vous imposer un régime standard, ni de vous transformer en moine du blanc de poulet vapeur et des courgettes bouillies, c'est vraiment pas le genre de la maison. Non, l'idée c'est de construire avec vous une alimentation cohérente, nourrissante, réaliste et qui tient compte de votre biologie, mais aussi de votre plaisir, de votre environnement et de votre mode de vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour qu'on établisse ensemble un programme néo-chasseur-cueilleur personnalisé. Dans les prochains épisodes, on abordera ensemble d'autres questions liées aux protéines, à l'alimentation néo-primitive et au mode de vie néo-chasseur-cueilleur. On ira plus loin sur une question essentielle. Est-ce que toutes les protéines se valent? Est-ce que 20 grammes de protéines venant d'un œuf, d'un plat de lentilles, d'un morceau de chevreuil, d'un shaker de whey ou même d'une barre industrielle goût brownie, est-ce que c'est vraiment la même chose? Alors, je vous le dis, vous risquez d'avoir des surprises. Et on consacrera aussi un épisode au choix concret des sources de protéines. Gibier, poisson, coquillages, œufs, volailles, bœuf, porc, produits laitiers, charcuterie, produits industriels. Bref, je vous présenterai un système d'évaluation simple pour choisir les meilleures sources de protéines selon 3 critères fondamentaux: les apports nutritionnels, les risques toxicologiques et l'impact environnemental. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué de prime abord et un peu rébarbatif, mais justement c'est tout l'intérêt. J'ai mis au point un système d'évaluation très simple pour vous permettre de choisir plus facilement quoi manger et quoi éviter. Et comme souvent dans l'approche néo-chasseur-cueilleur, ce sujet se relie à tout le reste, au sommeil, aux activités physiques, au vieillissement, au rapport au vivant, à la chasse, à la pêche, à la cuisine, à la convivialité. Donc, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous pour être sûr de ne pas les rater. Et si cet épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un petit pouce en l'air sur YouTube. Et pensez aussi à le partager avec les membres de votre clan. Et si vous avez des questions, la boîte vocale Néo-Chasseur-Cueilleur est là pour ça. Le lien est dans la description. Le podcast Néo-Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast, et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.